Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission du Grand Débat. Le dimanche 28 janvier restera à jamais une date historique pour les populations de la zone du Liptako-Gourma. En effet, ce 28 janvier, les trois dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général de brigade Abdraman Tchani du Niger, ont décidé de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Une décision hautement historique saluée par les populations de l'espace AES qui, dès l'annonce de cette décision, ont manifesté toute leur adhésion et exprimé leur soutien aux trois dirigeants de l'AES. Retrait des États de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO, une décision très attendue par les citoyens de l'AES, c'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau plusieurs analystes qui vont nous livrer leurs sentiments sur cette sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Nos invités sont M. Maman Sani Adamou, militant altermondialiste et analyste politique. Professeur Jibril Abarchi, juriste, enseignant-chercheur à la retraite. Professeur Tano Maman, maître de conférences agrégé du CAMES et spécialiste en économie du développement. Monsieur Hama Hamadou, expert en finance. Et Monsieur Lamine Suleiman, journaliste, éditorialiste et consultant médias. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la sortie des trois États membres de l'AES de la CEDEAO. Quelles sont les causes et les raisons de ce retrait? Quelles seront les conséquences immédiates de ce divorce? Enfin, quelles seront les perspectives pour les États de l'Alliance du Sahel qui ont confirmé et de belle manière cette rupture? Ce sont toutes ces interrogations que les citoyens de l'AES se posent et veulent avoir des réponses. Et pour entamer notre débat, cette toute première question, le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent, dans un communiqué diffusé simultanément sur les chaînes de télévision des trois pays, annoncer le retrait des trois États de l'AES et de la CEDEAO. Votre commentaire sur cette décision historique, mais avant, je vous propose de suivre la déclaration de retrait de la CEDEAO pour le Niger, lui, par le colonel-major Abdraman Amadou, membre du CNSP. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Labizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kountié, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani
respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Voilà, donc c'était là la déclaration de retrait lue par le colonel-major Abdrahmane Amadou, membre du CNSP. Votre commentaire sur cette décision historique, Monsieur Mamassani, bonsoir, on commence par vous. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye. Je crois que cette décision, elle est attendue en réalité. D'accord. Oui, puisque quand vous observez que la CEDEAO s'est écartée de ces textes. D'accord. On est en train de discuter des sanctions qui n'ont pas de fondement légal. Et au moment où on s'attend à ce qu'on fasse des débats entre membres d'une institution, on s'aperçoit que les principaux acteurs sont plutôt à Paris en train de prendre des consignes pour savoir ce qu'il faut faire. Des consignes, hein? Ou des consignes. Ah oui. C'est des visites privées, officiellement, mais en réalité, juste un peu avant cette déclaration, c'est ça? Avant cette déclaration. Donc, en fin de compte, lorsque dans une institution comme ça, vous êtes dans... Vous apercevez que vous êtes les seuls à vous en tenir à des textes, bon, ça commence à devenir quand même gênant. Oui, bien sûr. Parce que ça commence à devenir une faiblesse de s'en tenir à quelque chose qui n'est pas en réalité le cadre dans lequel on est en train de discuter. Le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un cadre qui n'a rien à voir avec les textes de la CEDEAO. Nous avons des puissances qui ont instrumentalisé des dirigeants de la CEDEAO, qui ont pris sur eux d'endosser, au nom de la CEDEAO, des sanctions qui n'ont rien à voir avec la vie de la communauté. Donc, à partir de ce moment-là, le débat est déplacé. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans une logique qui est un peu tortueuse, parce que nous sommes dans une organisation, mais nous discutons sur la base de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'organisation. Donc, en étant déjà hors de l'organisation, je pense que le plus cohérent, c'est de dire on arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ce qui s'y fait. Voilà. Et c'est ce qui s'y fait, puisque l'objectif de ces chefs d'État, c'est de couvrir des sanctions qui relève d'une autre logique, c'est-à-dire de la logique de punir des peuples qui veulent assumer leur destin, leur souveraineté, mais de couvrir ces agissements criminels par une auréole de mesures de la CEDEAO. Maintenant, on leur ôte cette possibilité de continuer à se prévaloir de la CEDEAO pour masquer en réalité des sanctions qui ont été prises par Paris et Washington. Voilà, je pense que c'est pour cela, je trouve que c'est très attendu et c'est plus cohérent. Maintenant, au moins, ceux qui ont pris sur eux de contracter pour jouer au mercenariat, ils trouveront bien autre chose à faire en ce moment. Désormais. Voilà. D'accord, merci, M. Moussa. Oui, professeur Djibril Abachi, bonsoir. Bonsoir. Oui. Votre commentaire sur cette décision historique? Alors, Massani parlait tout à l'heure de instrumentalisation. Non, je pense qu'il s'agit plutôt d'une prise de contrôle de l'organisation par les puissances étrangères. D'accord. Les dirigeants africains que l'on voit agir, en fait, ils agissent sous le couvert de l'organisation, mais en réalité, ils ne sont pas dans la logique des intérêts ni de l'organisation ni des pays membres. Ils sont dans une espèce de mercenariat, donc au service d'intérêts étrangers. Et il est tout à fait naturel que lorsque vous êtes dans une organisation qui a abandonné ses objectifs de base, qui fait le contraire de ce qu'elle doit faire,
la désintégration au lieu de l'intégration, qui cherche à punir, je dirais même à écraser. Ce n'est pas la raison pour laquelle on adhère à une organisation. Bien sûr. On ne va pas dans une organisation pour se faire écraser, encore moins pour vous asservir, ou encore pour détruire votre population, puisqu'on est dans cette logique-là. Tout à fait. Lorsqu'on ferme les frontières sans aucune distinction, lorsqu'on menace de porter la mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à un peuple, ben, aucun dirigeant responsable ne peut accepter de continuer à adhérer à cette organisation qui est dans la logique de sa destruction. Nous sommes dans cette logique-là, de la destruction de nos pays. D'accord. Et donc, en matière conventionnelle, je dirais même contractuelle, on va dans un contrat parce qu'on y a intérêt. Bien sûr. Mais lorsque on est dans une logique où vos intérêts sont carrément ignorés, mieux, on cherche plutôt à vous détruire. Mais l'homme est rationnel. Ah, bien sûr. Et cette rationalité commande que l'on y sorte. Et d'ailleurs, le traité lui-même a bien prévu qu'on puisse en sortir. La preuve, c'est qu'il y a des dispositions sur le retrait et du traité et du protocole additionnel. D'accord. Donc, nos États n'ont fait qu'exercer leurs droits légitimes prévus dans le traité, dans une organisation qui a même cessé de fonctionner sur la base de ces textes. Parce que la CEDEAO... elle a cessé de fonctionner depuis quand? Elle a fonctionné. Depuis quand? Exactement. À la limite, même, on peut dire que depuis 6 mois, on n'est plus dans la CEDEAO. La CEDEAO, d'accord. Puisque on a fermé toutes les frontières. Ça veut dire que la libre circulation, on fait une croix là-dessus. Oui, bien sûr. Mieux, on menace de nous porter la guerre. La guerre. Donc, on va pas quand même... on n'est pas si machin que ça pour continuer à y rester. Bien sûr, bien sûr. Et donc, nous avons choisi la voie souveraine de trouver les chemins du progrès de nos pays. Puisque dans cette voie-là, on n'y arrivera pas. Au contraire, c'est notre destruction qui est attendue. Et donc voilà, qui est inacceptable. Voilà pourquoi je trouve tout à fait logique, et c'était même un devoir. On ne l'aurait pas fait, on aurait manqué à un devoir. C'était un devoir d'en sortir. D'accord. Merci, professeur Jouverchou. Oui, c'est Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir Ablaye. Quel sera votre commentaire par rapport à cette décision historique de l'AES? Le commentaire que je peux faire à la suite de mes prédécesseurs, c'est que cette sortie, la sortie ou le retrait de ces 3 pays, voilà, le Mali, le Burkina et le Niger de la CEDEAO, je crois que ça vient mettre fin à toute velléité, j'allais dire terroriste, parce que la CEDEAO étant une organisation d'abord qui a été créée juste pour œuvrer pour le développement de nos États à travers la libre circulation des personnes et de leurs biens, s'était mise dans une posture où il fallait terroriser les États parce que non seulement on ne parle pas de dialogue depuis pratiquement 6 mois comme il l'a dit, pour le cas du Niger, on a vu une situation assez exceptionnelle qui continue de nous inquiéter quand des chefs d'État sortent ouvertement qui disent qu'il faut attaquer le pays militairement, il faut l'agresser à cause d'une seule personne. Ça devient inquiétant. Donc c'était un instrument, ils l'ont dit, entre les mains des grandes puissances et qu'ils utilisaient pour nous faire du mal. La CEDEAO a cessé d'être sous le contrôle des États, mais elle est devenue, depuis pratiquement 3 à 4 ans, quand il y a eu les premiers coups d'État, d'abord au Mali, au Burkina, on a vu comment les décisions se prenaient à Paris et les chefs d'État se réunissaient, ils servaient tous de faire valoir pour nuire aux intérêts de leur peuple. Finalement, j'ai lu une fois dans un poste, quelqu'un dit que la CEDEAO est un instrument de la DGSE française. Ah oui? Donc, ça ne surprend pas parce que cette posture, on ne l'a jamais vue nulle part ailleurs. Une organisation qui se permet de terroriser ses propres membres et de punir les populations. Je crois que depuis hier,
les trois pays ont décidé de s'émanciper de la tutelle de la CEDEAO et de mettre fin à toute velléité qui vise vraiment à porter atteinte aux intérêts de nos peuples. Elle est comme un boulet à leurs pieds qu'ils ont réussi à s'en débarrasser. Voilà les premiers commentaires sauf que je dois faire remarquer aussi un grand engouement. Vous l'avez relevé dans votre introduction. On a vu les manifestations même hier au niveau de la place de la Concertation. Les gens sont sortis massivement. À titre symbolique, certains s'étaient même permis de brûler les cartes de la CEDEAO. Donc ça, c'est pour dire aussi à répondre à certains qui pensent qu'on a court-circuité le peuple, on n'a pas demandé son avis, mais du Niger en passant par Bamako et Ouagadougou, je crois que c'est le même état d'esprit. Les gens n'ont pas fait mystère de leur dépit bien avant. Et comme l'a dit le professeur, c'est même un devoir. Moi, je dirais que c'est même une urgence pour ces pays d'y sortir. D'accord. Et c'est fait. Merci. Voilà. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel sera votre commentaire sur cette décision historique que nous tous on a suivie hier, hein? Bon, je pense que quand même, d'abord je remercie nos téléspectateurs et vous-même pour cette invitation qui nous honore. Et alors, moi, ma réaction, c'est que effectivement, je me dis comme tous les autres, que c'était prévisible. Tout le monde attendait ça, oui. Et si vous vous souvenez, à la place de la résistance, au retour de Washington, je crois que notre ministre des Affaires étrangères a lâché un peu le mot en disant que sur l'éventualité de notre retrait de l'UEMOA et de la CEDEAO, il a laissé croire que pour l'UEMOA, c'est beaucoup plus évident que la CEDEAO. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je crois que ces gens-là, c'est la preuve que c'est des stratèges. D'accord. Et si vous remarquez également, les pays, certains va-t-en-guerre disaient que bon, ils ne voient pas comment est-ce que nous, on peut avoir le courage de sortir de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. Nous quittons la CEDEAO. N'en déplaise à Tounoubou, à Ouattara, à Talon, à Macky Sall. Bon, Macky Sall est en train de partir. Bien sûr. C'est un de ses proches qui va le remplacer, c'est sûr. C'est la France-Afrique. Voilà, oui, tout à fait. On ne peut pas le dédouaner. Il a joué un rôle très important. D'accord. Et je crois que dans le montage de la France, dans leur stratégie, il y a des pays qui sont là, qui sont les choyés de la France. Et leur rôle, justement, c'est de nous acheminer, de nous conduire vers la servitude, de nous maintenir dans la servitude. Et ils jouent pleinement leur partition. Donc, moi, je me dis que, en tout cas, quand on regarde la nature des sanctions, depuis le coup d'État, d'abord, oui, le 26 juillet, et on a brutalement interrompu la fourniture en électricité qui se faisait à partir du Nigeria, alors que cette fourniture n'est pas gratuite. Ça n'a rien à voir non, ça n'a rien à voir même avec les objectifs de la communauté. Ça, c'est une relation, c'est un contrat entre le Niger et le Nigeria. Mais malgré tout, vous avez vu comment ils ont fait de façon unilatérale. Ils ont suspendu l'électricité et ils ont plongé les Nigériens dans une obscurité totale. N'eût été que nous avons quand même des ressources pétrolières, moi je ne sais pas ce qu'on allait devenir. C'est-à-dire, nous, on allait carrément nous esclavagiser, venir nous attacher avec des chaînes pour nous conduire, je ne sais pas, à l'abattoir ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, on a vu ces sanctions. Et ça n'a pas on n'a jamais connu ça dans le monde. Des pays qui sont des ennemis ne sont jamais permis ce genre de choses, compte tenu justement des répercussions sur les populations qui sont généralement innocentes. Parce qu'on ne peut pas, en voulant châtier des militaires ou une junte de l'armée, et puis maintenant nous confondre avec elle et nous chicoter. Et c'est ce que la CEDEAO a fait. Dès lors que toutes les sanctions qui sont prises l'ont été dans l'illégalité totale, c'est de façon vraiment illégale. Et c'est de façon cynique le fait d'empêcher l'entrée des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques
ça dit long vraiment sur la nature de ces dirigeants-là de la CEDEAO. Et c'est en contradiction flagrante avec ceux-là qui ont fondé la CEDEAO. Les pères fondateurs avaient en vue, les pères fondateurs, et je salue justement la sortie la trempe de ce communiqué de cette intervention. Je pense que nous devrons rendre hommage à ces pères fondateurs qui avaient un sens de responsabilité et qui n'ont jamais... Bon, mais quand même, il faut relever que à certains moments, de temps à autre, on assiste à des remises en cause des fondements qui devraient guider la CEDEAO, comme par exemple la fermeture impromptue des frontières. Le Nigeria l'a fait plusieurs fois. Le Nigeria a chassé des Nigériens, a chassé des Ghanéens, et empêché l'accès en tout cas à leur pays ou à leurs produits par les étrangers, ce qui en principe devrait même nous alerter pour ne pas trop compter sur la solidarité ou bien l'amitié avec ces pays. Donc moi je pense, pour finir, moi je pense que c'est une décision courageuse. Et je profite de l'occasion vraiment pour rendre hommage à ces dirigeants-là. Les trois dirigeants. Oui, les trois. Et les gouvernements qui travaillent d'arrache-pied avec eux pour cette décision vraiment salutaire que beaucoup de gens n'ont pas, enfin beaucoup de gens ont prévu, mais certains en tout cas pensaient que peut-être ça va être différé. Et on va aller d'abord vers la monnaie et contre en tout cas tout ce que l'UEMOA a eu à faire de mal pour nous, et avant de revenir à la CEDEAO. Voilà, merci professeur Tono. Oui, monsieur Ama, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette décision historique déjà, merci de l'AES? Merci de votre invitation, monsieur Kemogo, et merci à vos téléspectateurs de se donner la peine d'écouter nos opinions cet après-midi. La première chose, c'est que il est très regrettable qu'une organisation bâtie sur un modèle qui devrait servir les populations se soit transformée en une organisation qui était plutôt dans la punition un peuple des États membres. Jamais on a vu la CEDEAO, en tout cas de ce que j'en sais, la CEDEAO prendre des mesures contre un État non membre. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Quand vous rentrez dans une union, c'est probablement à cause de ces avantages. Vous avez intérêt parce qu'il y a des avantages. Bien évidemment, le fait d'appartenir à une organisation a fait que vous avez des devoirs aussi. Les pères fondateurs avaient une vision, l'intégration, la facilitation des échanges commerciaux, des investissements, et puis de la circulation des personnes, parce que nous sommes, après tout, les mêmes peuples, de part et d'autre des frontières, dans les États membres de la CEDEAO. C'est ça qui est très important. Ce n'était pas ex nihilo. Ils avaient réfléchi, ils savaient. C'est pourquoi cette communauté, ils l'avaient appelée une communauté. Et dans une communauté, en principe, on se doit solidarité davantage que punition. Et donc, je pense que quand on lit le communiqué des trois États, ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et avec eux, leur peuple, se sont vraiment sentis méprisés et punis de manière irréfléchie. Et ils en avaient assez. C'est donc ce communiqué et ce retrait viennent, pour moi, pour donner une première clarification à comment nos populations vivaient cet épisode-là depuis les sanctions contre le Mali jusqu'au Burkina, mais au Burkina c'était des faibles sanctions, jusqu'à la massification, la soudaineté et puis on va dire l'injustice la plus criarde qui ont été imposées aux citoyens de la République du Niger. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre sauf en mesurant le fonctionnement de la CEDEAO. Pour moi, ce fonctionnement de la CEDEAO, c'était un fonctionnement schizophrénique. Vous aviez des technocrates
qui étaient sur des leviers politiques et vous aviez des politiques qui étaient sur des leviers techniques. Déjà, quand vous lisez les décisions, les communiqués de la CEDEAO, vous en rendez compte, ça ne pouvait pas marcher. En tout cas, depuis très longtemps. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher? Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, ils attendaient quoi? Ils attendaient des réponses à 4 problèmes au moins. Le terrorisme, la question des infrastructures, la question de l'énergie, la question de leur alimentation. Qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour de la CEDEAO? Du mépris, de l'arrogance et puis de la technocratie qui n'avait rien à voir dans un tel contexte. Voilà les premiers éléments qui m'inspirent. Pour moi, donc, le Mali, le Burkina et le Niger ont donné des clarifications sur ce qu'ils souhaitent comme devenir pour leur pays. Et c'est pour ça qu'ils ont souhaité se retirer de cette alliance que j'appellerais de la punition pour aller dans une alliance de l'espoir. L'espoir d'être libre de faire ses choix stratégiques, l'espoir d'avoir des partenariats avec qui on veut dans le sens d'un alignement des intérêts. Donc quelque chose qui profite au peuple de la zone. Je pense que c'est la première idée qui me vient à l'esprit à la lecture du communiqué qui avait été lu simultanément hier sur dimanche les télévisions des 3 pays sur les télévisions burkinabé, malien et nigérien. D'accord. Merci M. Amma. Pour le reste, on viendra à d'autres choses dans le commentaire, notamment du point de vue, puisque j'entends beaucoup de gens dire, bien évidemment, moi-même je l'ai écrit, que dans le traité il y avait un préavis à observer, mais sur ce sujet, on verra. Là, j'aurai des questions parce qu'on a quand même des exemples de gens qui étaient dans des traités et qui sont sortis de ces traités sans avoir respecté la période de préavis. J'en veux pour preuve les États-Unis pour l'accord climat. Ils sont sortis sans qu'ils aient été sanctionnés. Tout le monde l'a vu. Mais bon, on a un professeur de droit qui est sur le plateau. Et puis on verra avec lui pour la suite du Merci, M. Amma. Merci. On va insister un peu, et toujours sur cette question, comment et pourquoi on est arrivé vraiment à cette situation. Parce que les gens veulent comprendre comment. Pourquoi et comment, M. Massani? Vraiment. Peut-être qu'il faut faire un peu d'histoire. Vous savez, au lendemain, disons à la veille des indépendances, la France avait 3 axes qui définissent sa politique en Afrique de l'Ouest. Le premier, c'est de s'assurer que toutes les anciennes colonies demeurent sous tutelle. Le second, c'est combattre l'influence du Nigeria dans la zone. Et le troisième, c'est prendre le contrôle de toutes les instances multilatérales, de toutes les organisations sous-régionales de la région. Donc, on voit bien que la France est parvenue progressivement à ses fins. La plupart des États d'Afrique de l'Ouest, francophones, sont restés dans le giron. Et même mieux, même des pays qui ne sont pas francophones maintenant sont passés dans la trappe. On voit le cas du Nigeria. On voit quoi, le Nigeria. Oui, c'était le cas du Ghana aussi. Voilà. Et donc, deuxièmement, la CEDEAO. La CEDEAO est finalement sous contrôle, sous le financement de Paris. Donc, voilà une organisation qui était censée promouvoir le développement, le rapprochement entre les peuples, pour la libre circulation surtout au départ, et le développement économique et social, et qui se transforme maintenant en un enfer pour les peuples. Et donc, à partir de ce moment-là, l'arrivée de certains types de régimes, parce qu'il y a eu des coups d'État bien avant, bien sûr. Il y en a eu combien au Nigeria après la création de la CEDEAO? Il n'y a jamais eu de guerre contre le Nigeria. Il y en a eu combien en Afrique? Et donc, certains types de coups d'État, comme ceux qui sont survenus au Mali, au Niger et au Burkina, ont soulevé la colère
les grandes puissances parce qu'ils dérogent à la tradition. Ah oui. Donc, ils posent des problèmes qui sont réels, c'est-à-dire les crises dans lesquelles se trouvent les sociétés africaines et la nécessité d'une recherche endogène de solutions. On dit que ce n'est pas acceptable. Et il faut punir ces pays-là. Oui. Mais, puisqu'ils ne peuvent pas prendre leur courage à deux mains et faire une expédition punitive, oui. Aussi au vu de tout le monde et déchaîner... Même s'ils ont voulu le faire pour le cas du Niger. Hein? Voilà. Très bien. Ils n'ont pas pris leur courage à deux mains pour faire une expédition comme ça. Ils n'ont pas pu rassembler la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire les États-Unis et quelques pays européens. Donc, il était difficile maintenant de trouver l'issue. Il faut passer par la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO endosse la responsabilité et on nous fait croire que c'est la CEDEAO qui sanctionne dans le cadre de la recherche de la démocratie, etc. etc. Au Tchad, pas loin de nous, il y a eu des élections gagnées par Déby, qui est assassiné. Mais c'est de l'extérieur qu'on est venu dire que non. Alors qu'il y a des mécanismes institutionnels qui sont en place. Oui, le président de l'Assemblée est censé être l'intérimaire. Non, on vient, on nous dit non. Tout ça, il faut mettre ça de côté. Voilà celui qui doit diriger le pays. Et ça, à nos portes. Le même pays qui se dit furieux, qui est des piétinements des droits, des libertés. Et qui est derrière ça, selon vous? C'est Macron. C'est la France. C'est la France. Voilà que le pays qui fait ça, qui prend quelqu'un, qui amène, alors qu'il y a un échafaudage, c'est un coup d'État en pleine différence. Bien sûr. Il y a un dispositif institutionnel qui est là. Il n'y avait pas de crise institutionnelle. Voilà. Ils imposent quelqu'un et ils disent maintenant, au Niger, il y a une violation de la Constitution, qu'il y a un président qui est très bien, qui est loyal. Il est loyal peut-être pas pour le peuple nigérien, il est loyal pour vous. Mais, donc voilà le fond du problème. Donc finalement, le train de mesures et la manière dont ils l'ont annoncé et le souci constant, avec quelle arrogance ils l'ont dit, on leur dit de quitter, on ne quitte pas. Ça, on l'a vu avec nous sommes chez nous. France, Donc voilà un peu. Tout ça, ça a soulevé l'indignation du peuple nigérien et de tous les peuples ouest-africains. À saluer au passage parce que c'est saluer au passage parce que c'est ça qui a fait que leur souci d'intervenir, ils étaient obligés de le différer. De le différer, tout à fait. Et parce qu'il y a une détermination. Et donc, les populations du Niger, du Burkina, du Mali s'attendaient dans la même logique à ce qu'on dise, bon, cette organisation, il faut prendre congé de ça. Ce n'est plus une organisation digne de ce nom. Elle n'est pas dans la droite ligne de ce qu'elle a prévu. Et donc, voilà pourquoi c'est fait. Et donc, maintenant, à partir du moment où c'est fait, les gens sont un peu soulagés. D'accord. Merci, M. Moussa. Oui, professeur, je voudrais réfléchir. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment et pourquoi on est arrivé vraiment à cette... Comment on en est arrivé là? Alors, moi, je vois des choses en plusieurs étapes. Au départ, se trouvait la question du contrôle des matières premières. Avec comme menace pour eux, pour les puissances occidentales, la présence des Chinois et autres que l'on voit remplacer progressivement donc l'ancienne puissance coloniale. De là est venue probablement l'idée de ralentir cette tendance en nous amenant une rébellion, enfin le terrorisme. D'accord. On crée le terrorisme, on l'entretient et premier à réagir, c'est le Mali. Constatant que les autorités qui étaient là n'étaient pas suffisamment fortes pour faire prévaloir les intérêts du Mali par rapport au terrorisme. Oui, bien sûr. On fait un coup d'État qui met à nu, ou en tout cas qui a permis de mettre à nu qu'en réalité ce terrorisme est entretenu. D'accord. Le Niger et le Burkina vivant le même problème et vivant aussi les mêmes travers, ou du moins cette situation qu'on a créée, on finit aussi par entrer dans la danse des coups d'État. Le Burkina, on se souvient bien que le renversement de Damiba
était un peu lié à ces insuffisances sur le terrain sécuritaire. Or, le terrain sécuritaire, vous ne pouvez pas le contrôler puisque ceux qui étaient là, qui étaient censés nous aider, étaient là plutôt pour alimenter le terrorisme. D'accord. Le Niger, vivant lui-même la même situation, a fini aussi par se rendre compte qu'on ne peut pas continuer dans le même chemin. Ouais. Et toute cette velléité d'indépendance ou de souveraineté ou de décision souveraine que ne contrôlait plus l'ancienne puissance coloniale a fini probablement par lui dire, bon, ben, comment je vais faire pour arrêter cette descente aux enfers, parce que pour elle, c'est une descente aux enfers. Il se trouve qu'elle avait déjà le contrôle de certaines organisations dans la CEDEAO. Ouais. Et le contrôle de la CEDEAO, comment faire pour punir tous ces gens qui veulent se libérer, et dont la libération risque de porter atteinte à l'autre enjeu, les matières premières. Eh bien, il faut utiliser l'arme de la démocratie, l'argument de la démocratie. Ouais, voilà. L'argument de la démocratie. Vous avez fait des coups d'État, eh bien, on doit vous punir parce que vous avez osé renverser des régimes démocratiques. Et de là est partie l'idée de dire, eh bien, s'il faut leur porter la guerre, il faut leur porter la guerre, ces régimes qui veulent s'émanciper. Ouais. C'est ça qui nous a amené, qui nous a amené maintenant à dire, mais dis donc, on ne peut pas continuer comme ça, on va sortir de cette affaire-là où on cherche à nous écraser, à nous étouffer. Et c'est cette velléité de sortir de ce bourbier ou de ce... comment je peux appeler ça, de ce carcan, qui a fait que on a trouvé quelques dirigeants africains qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont prêts à jouer les mercenaires contre leurs propres frères. Sinon, on ne peut pas s'expliquer qu'un dirigeant normal, réfléchissant normalement, puisse dire, au nom des intérêts de l'Occident, je vais porter la guerre à mes frères. Bien sûr. Et je vais accepter que moi-même, j'en fasse les frais. Parce que aussi bien le Nigeria, le Bénin et les autres, j'ai vu par rapport à la Côte d'Ivoire un papier hier où les gens se plaignaient de ce que certaines marchandises ou certains biens, en tout cas venant de nos pays, notamment, certainement qu'on fait allusion à l'oignon et à d'autres matières, les gens se plaignent. Donc, tous ces pays acceptent de faire souffrir leur peuple. Enfin, tous ces gouvernants acceptent de faire souffrir leur peuple au nom d'une soi-disant défense de la démocratie. Et plus précisément, au nom du sauvetage du fauteuil présidentiel au Niger. On est prêt à faire la guerre. À cause d'un fauteuil. À cause d'un fauteuil. On est prêt à faire en sorte même si le Niger doit disparaître, parce que les mesures qui ont été prises devraient mener à ça. Il faut amener les gens à se révolter contre ceux qui ont pris le pouvoir, en étouffant les populations, et on pense que quand on va les masser, eh bien, elles vont finir par se révolter. Mais les populations n'ont pas réagi. Mais bien sûr, elles ont résisté, par contre. On s'y attendait. Au contraire, ça a été la résilience. Alors, voilà où on en est, et on a fini par prendre la décision la plus salutaire, c'est de sortir de cette affaire-là. On en est sorti. Et c'est fait. On en est sorti et c'est fait. D'accord. Il y a peut-être, avant de donner la parole à Suleiman, tout à l'heure, on parlait d'un préavis en tant que juriste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il doit y avoir ce préavis, oui ou non? Le préavis. Je parlais de l'article 91 qui me disait que, bon, ok, lorsqu'un pays fait la notification de retrait... Il y a les deux dispositions et dans le protocole additionnel. Non, je parle déjà voilà, c'est ça. Il y a les deux dispositions de l'accord révisé. De retrait. D'accord. Et dans l'accord, enfin, et dans le traité, et dans le protocole additionnel, il y a des dispositions sur le retrait, la possibilité de retrait, et qui prévoit un délai d'1 an, lorsque vous devrez notifier, et au bout d'1 an, donc, si vous ne vous retirez pas expressément, donc on considère que vous êtes retiré. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une organisation qui n'a aucun égard à l'endroit de ces textes, qui ne respecte pas ses propres textes, qui a pris des mesures illégales et qui veut, dans des conditions illégales, imposer des sanctions à des États pour des choses qui ne sont pas dans les traités. Bien sûr. Donc, on est sorti
la CEDEAO est sortie du traité. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui empêcherait aux autres pays, bien sûr, de respecter... Dans la même logique, on dit la liberté, toute liberté qui nie la liberté doit être niée. Ok. La CEDEAO a pris la liberté de ne plus fonctionner sur la base de ces textes. Ben nous, qu'est-ce qui nous contraindrait à respecter à respecter un texte que l'organisation ne respecte pas là. Donc ce préavis ne tient même pas, hein, c'est ça? Pour moi, on ne peut même pas en parler. Hein? Pour moi, en termes de logique juridique, d'accord, ok. Lorsque nous avons entre nous une convention dans laquelle nous nous sommes engagés à certaines obligations, vous décidez de ne pas respecter vos obligations et moi, vous me demandez de respecter mes obligations. Ça, il y a un paradoxe. C'est ça qu'on est en train de... D'accord. Donc, vous ne respectez pas vos obligations, je ne respecte pas mes obligations, je ne suis tenu à rien du tout, puisque vous considérez que vous n'êtes tenu à rien du tout. D'accord. Merci, professeur Djibril. Voilà. Oui, M. Lamine Seulement, qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, vous savez, même dans un régime normal, ce qui est arrivé aujourd'hui à cette CEDEAO aurait pu arriver, même si ce n'était pas des régimes d'exception à la tête de nos États, parce que cette structure a cessé d'être au service d'abord de nos peuples. C'est une structure qui s'est elle-même auto-devoyée de la façon dont les chefs d'État l'animaient. Quand je prends un exemple, par exemple, il y a eu des coups d'État constitutionnels dans beaucoup de pays. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez la Guinée, et puis même au Niger, même au Sénégal. Il y a eu des décisions de la CEDEAO, mais les chefs d'État ont passé outre, ils n'ont jamais respecté. Ils ont tourné cette institution en dérision, ils ont dit qu'ils ne respectaient rien du tout, que ces décisions ne s'imposaient pas à eux. Donc, vous voyez, déjà, elle a planté elle-même le décor de ça. Elle a envoyé le signe de sa disparition, de son autodestruction depuis des années, mais les gens ont suivi. Nous étions dans cette situation quand il y a eu, avec le regain d'insécurité au Sahel, voilà une organisation qui devait être au service aussi de ces pays membres à travers, en initiant au moins des actions de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas eu une seule de la part de la CEDEAO. La CEDEAO s'était mise en marche. Il a fallu, je crois, en 2018, avant un peu Covid, où on a vu des chefs d'État se réunir en marge d'un sommet et prendre une décision à Ouagadougou pour dire la CEDEAO, la France va l'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Alors qu'elle aurait pu prendre le lead. En termes de lutte contre le terrorisme, on a créé des organisations bidons comme G5 Sahel pour justement empêcher la CEDEAO d'avoir même une réelle envie d'œuvrer en matière de lutte contre le terrorisme. Un pays comme le Nigeria a lutté pendant des années contre Boko Haram. Le Niger aussi, le Tchad pareil, mais même si le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, les membres d'observateurs influents qui prenaient part jusqu'à une date récente à tous les sommets organisés par cette organisation, par cette organisation communautaire. Autre défaillance qu'on a relevée, et en plus de la gestion sécuritaire, c'est la libre circulation des personnes. Vous avez vu, lorsque au Niger, les régimes déchus avaient pris la décision de contourner ces principes de libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Le Niger était un pays membre de la CEDEAO. On a érigé certaines villes du Niger comme des frontières de l'Europe. Et en violation des textes de la CEDEAO, cette organisation n'a pas daigné lever le petit doigt. Il y a eu des débats tout bas où on dit non, ce n'est pas normal que le régime du Niger se permettait d'arrêter n'importe quel ressortissant dès qu'il se dirige vers la région de Tawa, certains même à partir de Niamey, parce que ça arrangeait l'Occident. Aucun des chefs d'État n'a osé amener cette question à l'ordre du jour d'une réunion de la CEDEAO. On a laissé passer. Donc tout ça, c'est des signes de faiblesse de cette structure, qu'elle est devenue un instrument à la solde de l'impérialisme occidental. Et qu'il fallait trouver, quel que soit le temps,
l'occasion de sortir claquer la porte parce qu'elle ne servait à rien. Ouais. Donc les coups d'État, la gestion des coups d'État dans nos pays, la gestion politique, c'est juste, si vous voulez, une occasion qui s'est prêtée pour amener les dirigeants, quels qu'ils soient, de dire, écoutez, cette structure, elle ne sert à rien, donc il fallait coûte que coûte y sortir. Parce que c'est un boulet, je l'ai dit, à nos pieds. Et parlant maintenant de respect de ses propres textes. Vous savez, la CEDEAO, vous prenez aucun des textes de la CEDEAO, les pays membres ne l'ont respecté. Aucun. Si vous prenez l'exemple de la libre circulation, on commence par le Niger, mais même dans les autres pays, au niveau de cordons douaniers, au niveau des frontières, on raquettait des gens. Mais pourtant, il y a des textes qui disent qu'il faut que la libre circulation, elle doit être une réalité dans ces pays. Les chefs d'État et même n'ont rien pu faire. Ils ont laissé la police des frontières, les autres corps faire ce qu'ils veulent. Les marchandises, quand ça vient, légalement, les gens... Donc, on a poussé les gens à aller vers l'informel, à utiliser des voies frauduleuses. Donc, depuis toutes ces années, cette structure n'a pas œuvré véritablement pour l'atteinte de tous les principes qu'elle s'est donnés pour le développement de nos États. Donc, franchement, c'est une structure inutile qui a cessé de fonctionner comme il fallait pour se mettre au service de l'impérialisme occidental, comme je l'ai vu. Donc, même si nous n'avons pas un régime militaire, et je crois que ne soyez pas surpris demain aussi de voir certains pays où il n'y a pas de militaires à leur tête faire la même chose pour dire qu'ils invoquent certaines raisons pour sortir de cette structure. D'accord. Merci, Lamine. Merci beaucoup. Oui, professeur. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment et pourquoi on est arrivé vraiment à cette situation? Bon, ils ont déjà rappelé un certain nombre de points. Mais je pense que quand même, nous sommes dans un contexte un peu particulier. Celui de l'information et de la communication, le rôle des réseaux sociaux, ça a beaucoup, en tout cas, contribué largement à la prise de conscience générale sur les enjeux et les limites de la démocratie. Les gens ont mis en exergue à travers la dénonciation des détournements, la malgouvernance qui caractérise la plupart de nos régimes. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est un cocktail de causes et qui sont à la base de ça. Et ils ont rappelé quand même quelques-unes de ces causes-là, quelques-uns de ces facteurs, et auxquels j'ajoute peut-être la déconfiture du système éducatif, la santé, conditions de santé dans la sous-région. Ce n'est pas seulement au Niger, mais c'est un peu partout. Et tout ça là, ça a conduit en tout cas les gens à prendre conscience et des limites de la démocratie qui se réduit seulement aux élections. Et les élections n'ont jamais été transparentes. C'est une démocratie tropicalisée. C'est-à-dire, voilà, les gens votent pour un candidat, mais c'est un autre que la France a choisi. Et on a vu, par exemple... Malgré les résultats des urnes. Oui, malgré les résultats des urnes. Et ça, c'est frustrant. C'est révoltant. Et ça conduit les gens véritablement à s'engager dans cette lutte et à apporter leur contribution ou bien leur soutien aux différentes jeunes. C'est le cas au Mali avec le M5, c'est le cas au Burkina avec tous les mouvements sankaristes qu'on a vus, au Niger aussi avec les associations qui ont passé tout le temps à lutter, je parle des organisations de la société civile, qui ont passé tout le temps à lutter contre le régime satanique de Tareya. Ça, c'est une triste réalité. Et tout ça là sous le fond du pillage de nos ressources. Et ça apparaît en grandeur nature au vu de tout le monde. Nos ressources, nous sommes un pays riche, mais la population, elle est condamnée à la mendicité. Et aujourd'hui, on exporte même la mendicité. Les mendiants vont dans tous les coins du monde. Donc il y a ces facteurs-là, il y a aussi... moi, je pense que le terrorisme est né pour quelque chose. Lorsque on a lâché ces hordes terroristes et qui endeuillent nos familles, ça a commencé d'abord au Mali
Et puis après, ça a fait, ça a eu ça a fait métastase au Burkina. Et le Niger aussi en a beaucoup vécu. Nous continuons à vivre cela, mais avec moins moins de pertes maintenant. On sent vraiment comment le changement de stratégie, comment ça a été en tout cas porteur d'avenir pour notre sous-région. Et dans le même registre, je souligne la crise financière. Quoi qu'on dise, avec les réseaux sociaux, les gens ont compris que nous vivons dans des pays qui sont surendettés. Et quand on se pose la question, mais le produit de la dette là a été investi où? Nulle part. Et on a pris conscience des détournements monstrueux qui ont cours. On a vu d'abord ça au Mali. Et puis ça s'est répercuté ici. Au Burkina, c'était la même chose. Parce qu'on n'a pas utilisé la même stratégie que le Burkina. Je crois que là-bas, ils ont donné un délai. Je ne sais pas, 4 jours ou bien une semaine, pour tous ceux qui savent qu'ils ont détourné, de restituer. Et je crois qu'en un temps record, ils ont mobilisé, ils ont récupéré plus de 1100 milliards. 1100 milliards. Parce que c'est des choses qui marchent. Donc il y a la dette, et puis il y a aussi la prise de conscience sur le rôle néfaste que joue le CFA. Et ça, c'est le rôle de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, professeur Franklin, et les Nigériens qui sont aussi sur les remparts, qui ont fait vraiment leur part de travail. Tout ça, là, ça a permis vraiment aux jeunes de comprendre que d'abord, nous sommes dans le gouffre, de deux, nous avons les moyens de nous en sortir. Et c'est ce qui fait que c'est les militaires qui sont venus, puisque eux aussi, ils sont dans la société. Quand des informations sont diffusées dans les réseaux sociaux, mais ils sont au courant, ces militaires-là. On est loin des années 60, où ils vivaient en vase clos, personne ne savait, pas ce qui se passe. Mais maintenant, eux-mêmes, ils sont impliqués, ils sont au courant de tout. Et sans oublier aussi le fait que c'est des intellectuels. Bien sûr. C'est des gens qui ont le bac plus qui vont dans l'armée. Et dans l'armée, ils continuent à étudier. Donc, il y a un autre facteur, en dehors donc un facteur qui vient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'échec des négociations. Voilà une organisation qui bloque, qui décide d'un blocus total sur un peuple et qui refuse de venir s'asseoir pour négocier. Et vous avez vu la dernière fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que c'est une panne d'avion, il n'a pas de moyens. Mais ils sont arrivés jusqu'à se ridiculiser. À ce point-là, c'est ridicule. Et donc, tout le monde a compris qu'avec la CEDEAO, il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce qui reste à des gens qui veulent prendre en main leur destin, n'est-ce pas, quand ils se rendent compte que de l'autre côté, c'est une voie sans issue, c'est un cul de sac. Donc c'est normal, quel que soit ce qui va nous arriver, de prendre notre destin en main. Et ça, moi, je sais que c'est sûr que ça va être douloureux. Il faut beaucoup de sacrifices, mais il le faut. On n'a pas d'autre choix. Donc, je peux dire en conclusion que c'est la CEDEAO, c'est la France et les autres chefs d'État qui sont à la base, qui sont responsables de la situation. Qui sont responsables de la situation. Si on a quitté, c'est pas de gaieté de cœur. On a bien voulu rester dans la CEDEAO parce que nous, on clamait et on revendiquait une CEDEAO des peuples. Des peuples, d'accord. Et tout à l'heure, Hamma, en prenant la parole, a rappelé les actions qui sont attendues. Et par là, en tout cas, qui sont les besoins pressants de la population. La question des infrastructures, la question de la sécurité alimentaire, la question de l'énergie. C'est des questions cruciales. C'est là où on attendait les gens. Mais en lieu et presque, qu'est-ce qu'on a? On a la démocratie, on a multiplié les institutions de la République, il y a un médiateur, il y a une assemblée pléthorique, il y a des conseillers en surnombre, mais tout ça là, pendant que l'éducation est en train de sombrer, pendant que la santé est devenue, les centres de santé sont devenus des mouroirs. Donc c'est tout ça là, quand on les met ensemble, c'est ça qui explique un peu cette
ce retrait inédit, en tout cas pour la première fois. Dans l'histoire. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. On ne peut que saluer, en tout cas, les autorités qui ont réussi à faire ce geste-là. D'accord. Merci, professeur. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous allez ajouter avant qu'on poursuive un peu pour continuer Pour moi, j'y vois, en plus de ce qu'a dit particulièrement le professeur Djibril Abarchi, avec quoi je suis complètement d'accord, que tout ce qui se passe dans le monde, je l'ai dit d'ailleurs une fois sur votre plateau-là, ça se passe dans l'esprit des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale depuis 1945. Un monde qui est réparti entre deux pôles, des gens qui ont des matières premières et des gens qui ont l'industrie, qui produisent et qui doivent vendre au premier. Donc, ceux qui ont les matières premières les vendent à un tarif qui est le plus avantageux possible, et un tarif qui n'est pas défini par le marché, mais qui est défini par l'acheteur. L'acheteur étant, bien évidemment, du groupe des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et celui à qui on le vend, le produit fini, c'est davantage celui qui a vendu, entre griffes, la matière première. Et donc, qui n'a eu aucune valeur ajoutée, ou pratiquement très peu de valeur ajoutée, mais à qui on va vendre des produits finis avec un rythme d'inflation qui fait en sorte que chaque fois, ils perdent du pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Si on comprend cela, en fait, ce qui a amené à ce changement d'époque chez nous, c'est quelque part, je dirais moi, pratiquement un instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui justifie que nous soyons partis de cette façon, de cette façon-là. Parce que mais ce changement d'époque se justifie aussi par le flot d'informations qu'on reçoit. Parce que, bien évidemment, le mode de gouvernance du monde, il existe depuis 1945. Il a été probablement pendant les périodes des indépendances, dans les années 60 pour les Africains, un peu plus tôt pour d'autres, et un peu plus tard pour d'autres nations. C'était déjà dénoncé. Le mode de gouvernance injuste, voilà, y compris des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'Assemblée générale des Nations Unies, des sanctions sont prises contre des États qui ne les respectent pas du tout, d'autres qui n'ont pas fait grand-chose et qui sont sanctionnés de manière probablement irréfléchie. Donc ça existait déjà. Mais ce qui n'existait pas, c'est le volume d'informations qui arrive au plat pays. Voilà, aux petites gens. Voilà. Alors, les petits gens font la masse. C'est eux le peuple. On avait peu d'informations. Maintenant, on a peut-être même trop d'informations au point où on substitue à l'opacité des décisions publiques, voilà, un trop d'informations qui nous viennent de la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui est un changement dont il faut tenir compte à l'époque où nous vivons. Mais je continue là-dessus, si vous me permettez. Tout cela est alimenté dans le vrai, chez nous, comme au Mali, comme au Burkina Faso, par l'inefficacité et l'incompétence des dirigeants. Voilà. Et tout cela dans les finances publiques. Comment l'argent public est utilisé. À quoi ça sert, à qui ça sert. Voilà. Si vous prenez l'exemple du Niger, en 12 ans, on a dépensé 16 000 milliards de francs CFA. En 12 ans, 12 ans. 16 000 milliards. 16 000 milliards de francs CFA. Si vous prenez les lois de règlement, en tout cas, c'est ce qu'elles disent, c'est 12 000 milliards de dépenses. Qu'est-ce que le Nigérien moyen? Nous sommes 26 millions. On était, pour moi, puisque en 2011, enfin en 2010, on était 17 millions. Il s'est ajouté un peu plus de 10 millions, peut-être un peu plus ou un peu moins. Mais qu'est-ce que ces 26 à 27 millions de Nigériens reçoivent de leur citoyenneté? À part des mots, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Il n'y a pas les infrastructures. Bien sûr. Qui est plus, ils n'ont pas la sécurité pour pouvoir se mouvoir et faire leurs activités économiques ou quoi que ce soit
dans le modèle que leurs grands-parents leur ont laissé, que les ancêtres leur ont laissé sur la terre des ancêtres. Ils n'avaient pas tout cela. En plus de ça, ils voient quoi? Ils voient à côté, voilà, des gens qui sont aussi riches que Crésus et qui ne sont riches que du fait de la proximité des centres de décision, pas parce qu'ils ont créé de la valeur, pas parce qu'ils ont créé, comment dirais-je, un produit, mais simplement parce qu'ils sont plus proches des centres de décision. Et ça, tous les matins, on voit ça. Et si vous ne vous fiez pas aux informations qui sont données par le travers des médias, médias sociaux, des réseaux sociaux, comme l'a dit le professeur Termo, vous le voyez dans votre quotidien par votre voisinage. Il y a des maisons qui poussent. Comme des champignons. Voilà. Sans qu'on puisse justifier, sans qu'on puisse ça puisse se justifier par les revenus qu'on connaît, les revenus légaux des gens qui s'adonnent à cet exercice nouveau, étant entendu que les revenus, lorsque vous êtes une personne publique, sont connus de par la loi et on peut les tracer, quelle que soit votre intelligence, on peut toujours les tracer. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, on fait en sorte que ça a décrédibilisé les centres de décision. Ça a décrédibilisé la plupart de ces gens qui se disent être arrivés par le biais des élections, mais l'élection n'est qu'une photographie pour un jour. L'élection ne vous donne pas un certificat, un brevet pour faire tout ce que vous voulez pendant toute la durée du mandat. Mais elle vous dit simplement que vous avez reçu le jour-là une charge, la charge de travailler au bonheur de vos concitoyens et surtout que la plupart d'entre eux ont juré même religieusement sur le livre saint de leur confession. Donc ça ne devrait pas être un mandat pour tout faire, mais un mandat pour tout faire au service du citoyen, pas vous servir vous-même. Un mandat pour faire en sorte qu'il y ait de la justice, qu'il y ait l'impunité, de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la prédation des deniers publics, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre l'ignorance, la lutte contre la maladie, des trucs pareils. C'est tout cela que, en tout cas, nos constitutions ont donné à des gens qui se croyaient démocrates, mais qui, après avoir prêté serment, s'adonnaient à un exercice qui consistait à servir un clan, à se servir le maximum soi-même, à servir ceux qui sont de son entourage. Voilà. Donc je pense que c'est tout cela qui a exaspéré les peuples. Parce que je crois savoir que les peuples du Mali, du Burkina et du Niger sont des peuples pacifiques. Bien sûr. Ouais, ce sont des peuples pacifiques. Et ce sont des peuples qui viennent de grands empires, qui savaient diriger, de manière raisonnable, de manière décente. Malheureusement, tout cela a été dévoyé à l'autel d'ambition personnelle servis par des ordonnateurs qui sont tous, ou presque tous, extérieurs à la zone CEDEAO. Et ça nous a tous donné le sentiment que la CEDEAO ne s'appartenait plus. Mais elle appartenait à d'autres personnes. Je pense que c'est cela qu'on peut retenir comme cause. Pour toutes ces explications. On va avancer. Après ce retrait, quelles seront les perspectives qui s'offrent à présent aux États membres de l'AES? Monsieur Messane, quelles sont les perspectives vraiment pour les États membres aujourd'hui, après ce retrait, très rapidement? Pour les États membres de la CEDEAO, la première des choses d'abord, et qu'ils ont commencé déjà, qu'ils ont anticipé, c'est définir concrètement de quelle manière ils vont sécuriser, qu'ils ont sanctuarisé l'espace AES. Donc, on va avoir pour une fois la possibilité, et d'ailleurs on le sent au quotidien, on est très loin malgré le battage médiatique d'une certaine presse internationale, bien sûr. On est très loin d'une généralisation de l'insécurité, comme on le dit. Au contraire, les citoyens remarquent quand même qu'il y a un relâchement, parce que tout simplement, ceux qui entretiennent le terrorisme, une accalmie, ceux qui entretiennent le terrorisme n'y sont pas. Ils sont partis. Ils ne sont plus. Et donc, on a maintenant à juguler, parce que les gens ne vont pas du jour au lendemain cesser de faire leur boulot. Bien sûr. C'est un business, ils ont habitué. Donc, il va avoir quelque temps et on n'entendra plus parler de ça. Donc, la première des perspectives, c'est de résoudre le problème de l'insécurité. De l'insécurité, d'accord.
L'autre perspective, c'est le modèle même d'intégration. Parce que quand vous voyez ce qui est en train de se passer, l'Afrique bat le record des institutions d'intégration. Oui. On en a tellement, des initiatives intergouvernementales, plus de 200 en Afrique. Oui. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Nos modèles d'intégration pêchent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réaliser les promesses. Oui. Pourquoi? Mais parce que parallèlement à cette intégration-là, entre nous, organisation horizontale, nous avons une intégration verticale nord-sud. Okay. C'est-à-dire que vous trouverez qu'en même temps que nous disons CEDEAO, les peuples, les machins, etc., nous avons un accord entre la CEDEAO et l'Union européenne, à travers les accords de partenariat économique régional. Donc, ces accords-là, ils organisent justement le détournement de nos objectifs par l'Union européenne. Par l'Union européenne, d'accord. Voilà. Donc, les accords verticaux viennent annihiler nos efforts horizontaux entre nous, de telle sorte que, et l'exemple de la CEDEAO est très très palpable, parce qu'on voit bien que finalement, qui contrôle la CEDEAO? La CEDEAO. Mais c'est l'Union européenne, c'est la France. Ouais. C'est elle qui dicte ce qui se fait. Donc, on a la possibilité maintenant qu'on s'est retiré de définir un modèle d'intégration qui nous soit propre. Okay. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'AES. Et déjà, ils ont annoncé les couleurs en disant nous allons nous autofinancer. Et c'est la clé. C'est très important. C'est extrêmement important. Ça veut dire que nous ne dépendrons plus de l'extérieur, nous ne tendrons plus la main. Et deuxièmement, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il faut qu'on s'industrialise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le modèle d'intégration lui-même va changer. On ne va plus faire la compétition pour produire les mêmes choses et aller sur le marché. Voilà. Non, on va voir ce qu'il faut que chacun fait. Un peu dans le modèle du plan d'action de Lagos, 1980. C'est-à-dire que les pays vont produire, mais en évitant de faire la même chose, de manière complémentaire, pour qu'on ait un appareil de production collectif. Et donc, ce modèle d'intégration qui a perdu l'attrait après l'effondrement de l'IRSS, aujourd'hui devient de plus en plus intéressant. Et donc, on va vers un autre modèle où on ne va pas se faire concurrence nous-mêmes, mais on va intégrer le système productif. Ça, c'est une possibilité qui est devant nous et qui est très importante. La troisième, c'est les ressources naturelles. Là encore, les pays de l'AES ont donné le temps. Le Burkina vient de réaliser entièrement par sa propre technologie une raffinerie d'or. Donc ça veut dire que les pays sont décidés à valoriser eux-mêmes leur propre matière première. Parce que quand vous pouvez vous-même fabriquer votre raffinerie, pourquoi l'argent va aller ailleurs? Tout à fait, d'accord. Vous prenez totalement. Donc le contrôle, ça va mettre fin un peu au modèle extractiviste. C'est-à-dire que nous avons encouragé par les Occidentaux la propension à vouloir tout pour avoir de la rente. On est rentier, c'est-à-dire qu'on ne veut plus produire, transformer sur place nous-mêmes. On veut simplement dire, on a ceci, combien vous nous donnez? Et donc ça, c'est une perspective qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on ne va plus être extractiviste, on va chercher à transformer. Et vous voyez qu'il y en a même qui disent qu'il faut une centrale nucléaire. Par exemple, le Burkina a dit qu'il veut une centrale nucléaire. Donc il y a un souci de montrer qu'on ne va pas simplement se retrouver à trois pour simplement échanger du coton et de machines. Non, on va transformer sur place ce que nous avons. Et c'est cette transformation de nos productions locales qui sera la base du développement économique, de l'industrialisation, et qui va permettre d'absorber toute la main-d'œuvre. Parce que tous ces jeunes-là qui sont là, qui ne savent rien faire, vont être absorbés. Et ensuite, vous avez maintenant, le modèle, c'est le comportement vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons pris conscience que, aussi longtemps que nous resterons avec l'Occident, le dialogue sera un dialogue de sourds. 5 siècles de présence ici les ont convaincus que nous ne pouvons pas être leurs égaux, que nous sommes appelés à être leurs vassaux. Et Kissinger avait dit
être ennemi il y a quelqu'un qui l'a rappelé dans un poste, être ennemi des États-Unis, c'est un risque. Ah oui. C'est dangereux, quoi. C'est un risque dangereux. Mais être ami, ça peut être fatal. Ouais. Ça veut dire que voilà un pays qui n'a pas d'amis, en fait. Les États-Unis. Oui, les États-Unis. Il est même préférable d'être ennemi aux États-Unis que d'être son ami. Voilà, de Kissinger. Voilà. Donc, voilà un peu le fond du problème. Aujourd'hui, en tournant le cap vers la Russie, la Chine, l'Iran, tout ce que l'Occident qualifie d'axe du mal à l'époque, eh bien, nous donnons la preuve que nous avons pris conscience que dans les relations internationales, vous allez là où c'est possible d'aller, où on vous respecte. Tout à fait, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aller là où vous êtes tout le temps asservi, où on veut que vous fassiez toujours un peu plus. Donc voilà autant de perspectives qui sont devant nous et qui font que les conséquences négatives qui découleront pour quelques petites difficultés du point de vue tarifaire, du point de vue des douanes, des coûts de transport, etc., peuvent être rapidement résorbées pour que les peuples puissent enfin être les bénéficiaires de l'action de développement. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que les gens mettent l'accent sur le fait que non, on va avoir des problèmes. Non, on ne va pas avoir des problèmes parce que la réalité, c'est comme il l'a si bien dit, c'est que même lorsqu'on dit libre circulation, elle n'est pas effective. Elle n'est pas effective, ça c'est vrai. D'accord. Il y a même une étude qui montre que tous les 100 km, vous avez 4 postes de contrôle où on vous raquette. Donc, et puis la réalité de nos échanges, c'est l'informel, c'est pas le formel. Donc, pour toutes ces raisons-là, les risques ou les effets négatifs que l'on peut attendre de ces mesures-là sont insignifiants par rapport aux gains qu'on peut en tirer et qui sont incommensurables. D'accord. Merci, M. Moussane. Merci. Oui, professeur Djibril. C'est précisément là où Moussane s'est arrêté que je voulais, sur ce point, je voulais mettre l'accent avant de développer d'autres éléments. Il est bon aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de communication, soit de la part des spécialistes, soit de la part du politique, pour rassurer la population sur les conséquences réelles de notre retrait de la CEDEAO. Parce qu'on a entendu beaucoup de commentaires. Bien sûr. Pour certains, c'est comme si notre retrait de la CEDEAO arrêtait tout rapport avec les autres États. Ce qui n'est pas vrai. Le Nigeria continuera à commercer avec les Nigériens. Les autres pays continueront à commercer avec les Nigériens parce qu'on ne va pas rester indéfiniment dans cette situation. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les gens soient rassurés. On spécule beaucoup sur la liberté de circulation, les visas, les cartes de séjour, etc., en oubliant d'ailleurs qu'il y a parfois d'autres organisations qui permettent de remplir la question de la liberté, de la libre circulation et des marchandises et même des personnes. Je pensais un peu au Conseil de l'Entente avec la possibilité qu'on avait de circuler avec sa simple carte d'identité dans le cadre du Conseil de l'Entente, etc. Donc il faut qu'il y ait une campagne d'information pour que les gens comprennent bien quelle est la portée réelle de notre sortie. Et ensuite, il y a un volet où il y a beaucoup plus de questions à se poser. Nous sommes dans la dynamique AES. La preuve, c'est que les 3 communiqués émanent des 3 États simultanément. Voilà. Donc nous allons continuer à faire notre chemin ensemble. Est-ce que ce sont les 3 ou bien d'autres qui vont nous rejoindre ou pas? On ne sait pas. Ça, c'est des questions. Si les autres nous rejoignent, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec eux? Ça dépendra de qui nous a rejoints. Ça, c'est des questionnements. Deuxième question, c'est quels vont être les points communs sur lesquels nous allons marcher ensemble. Il y a la question de la sécurité, il y a la question du commerce, bien sûr. Il y a bien d'autres questions sur lesquelles on peut cheminer ensemble. Il y a une autre question, quel va être notre nouveau partenariat? Avec qui? Est-ce que nous aurons des partenariats, nous aurons un partenariat avec l'extérieur ou entre nous dans l'espace AES? Quel va être le nouveau partenariat? Quels vont être les rapports avec hors de l'espace
AES. Quels vont être les nouveaux rapports avec l'Occident et avec les autres pays. Ensuite, il y a quelle gestion de la sécurité nous allons faire entre AES ou bien on fera appel à d'autres partenaires et qui? Ça, ce sont des questions. Et ensuite, quel va être le calendrier? Calendrier par rapport à la monnaie qui est inévitable. Calendrier par rapport au retour au processus démocratique. Démocratique, tout à fait. Là, je vois un chantier un peu extraordinaire. Pourquoi? Parce que tant que nous continuons à réfléchir démocratie à l'occidentale, tant que nous continuons à rabâcher seulement ce qu'il y a dans nos lectures, dans les ouvrages et autres, on ne va pas s'en sortir. On est obligé d'avoir une espèce de révolution dans la pensée pour repenser comment nous allons gérer les rapports entre, comment on appelle, les citoyens et les pouvoirs publics. Citoyens, pouvoirs publics. Quels vont être les nouveaux rapports? Parce que ce qu'on a vécu là, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à dire que la démocratie, c'est fait pour s'enrichir. La démocratie, c'est pour le bien de quelques-uns. Si on doit continuer comme ça, ça ne va pas. Donc, on est obligé de repenser nos rapports entre citoyens et pouvoirs publics. Entre l'accès à l'exercice du pouvoir. Quels vont être désormais les nouveaux canaux par lesquels on peut exercer le pouvoir et comment on va l'exercer et comment répondre des responsabilités du pouvoir. Ça, il faut qu'on gère ça. Sinon, ce n'est pas seulement quitter la CEDEAO et puis on continue à vivre comme on vivait par le passé. Ça ne mène à rien du tout. D'accord. Merci, professeur. Merci. Oui. Lamine, qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, je voudrais un peu revenir sur une préoccupation qu'a soulevé le professeur quand il disait qu'il faut une grosse une campagne d'information de communication, bien sûr, de grande envergure, parce qu'il y a une intoxication déjà qui a commencé, mais ça va pas manquer, qui fait croire, qui laisse comprendre que le fait que nous sortions de cette organisation CEDEAO va être fatal pour les ressortissants des pays ici membres restant d'abord de la CEDEAO, mais que nous, nos ressortissants vont être maltraités dans les autres pays, et que les pays qui restent dans la CEDEAO vont sévir contre nos ressortissants, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut plutôt que les gens ont oublié que bien avant la CEDEAO, les peuples ont adopté une sorte d'intégration continue qui a précédé, qui en avance sur la CEDEAO. Les liens étaient séculaires, c'était les mêmes peuples. Donc l'intégration, ça, et c'est pas parce que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO que les États qui restent vont maltraiter nos ressortissants ou leur imposer. Je crois qu'au contraire, ils ont intérêt à, en tout cas, assurer, à garantir des droits vraiment qui permettent l'épanouissement de ces peuples africains, et de façon à éviter aussi des problèmes dans d'autres pays. Et je sais que chaque pays va essayer du mieux qu'il peut d'éviter vraiment qu'on arrive à une telle extrémité. Mais il faut maximiser la campagne d'information, parce que dès que vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est notre référentiel. Et ce n'est pas les médias classiques qui vont initier certaines choses, mais sur les réseaux sociaux, les gens envoyaient déjà des signes. Donc, il faut aller sur la même plateforme pour déconstruire ces discours. Et voilà, ça c'est important, il ne faut pas négliger. Parce qu'il y a des gens, des think tanks qui sont là à l'extérieur, dont le travail c'est d'amener les gens à ne pas croire, à développer une sorte de psychose. Voilà. Mais l'autre perspective aussi, je crois qu'en termes de sécurité, en termes de sécurité, les pays membres de l'AES ont intérêt aujourd'hui à regarder que depuis un certain temps, on est en train d'être cerné par le foyer de tension. Ce n'est plus
la région du Nord ou les frontières avec la zone du Liptako. L'insécurité est en train de se déplacer jusqu'au lac Tchad, vers la Libye. Du côté de la côte ici, le Bénin, nos voisins et même le Nigeria, me semble-t-il, aujourd'hui, depuis pratiquement 2 semaines, il y a un regain d'insécurité. Donc c'est pour dire quoi ici que, comme on parle AES, donc on ne parle plus du Niger, on parle de 3 pays. Bien sûr, de 3 pays. Du ensemble, côté de la zone où les terroristes ont fait des sanctuaires, ils sont développés, la frontière avec l'Algérie, vers Polisario. Il faut que les gens prennent des dispositions à ce niveau. Parce que nous sommes 3 pays aujourd'hui, de ce côté, il faut forcément renforcer, créer, même si c'est des bataillons, ça ne coûte rien, parce que sans cela, on risque... Ces mêmes terroristes risquent de venir aujourd'hui remettre en cause tout ce que nous avons initié, et surtout du côté maintenant du lac Tchad. Ne voulez pas qu'il y ait une situation qui, avec l'impact de l'insécurité au niveau du Soudan, ou du Tchad, la rébellion aussi, et l'insécurité en Libye aujourd'hui. Et le fruit à de nouveau du foyer de tension du côté de nos voisinages avec le Bénin et le Nigeria. Je crois que ça risquerait de compromettre de gros efforts et même toutes ces ambitions au sein de l'AES. Et surtout, un autre aspect, je crois qu'il ne faut pas négliger, même si la libre circulation des personnes et de leurs biens ne sera pas entamée dans le cadre, parce qu'on est sorti, il faut renforcer quand même les contrôles vraiment à nos frontières, de qui rentre, comment les gens rentrent dans nos pays. Parce qu'il y a une sorte de laisser-aller. Si les terroristes ont pu faire des tentacules un peu partout, ils ont quitté ailleurs pour venir s'implanter, c'est parce que les contrôles, vraiment les systèmes de contrôle sont défaillants à nos frontières. Donc il faut désormais renforcer de vigilance pour savoir comment les gens rentrent désormais, sans les empêcher, sans porter atteinte au principe de libre circulation des personnes dans l'espace AES, mais chercher à comprendre comment les gens rentrent. Parce que si on fait une sorte de laisse-guidon, nous risquerons de nous retrouver avec les mêmes individus qui vont vouloir rentrer dans nos pays, alors que ce sont des mercenaires. N'oubliez pas l'épisode des 47 soldats au Mali. Donc il faut qu'il y ait un véritable, vraiment, on renforce que les mesures soient assez corsées en termes de contrôle, pas pour empêcher aux gens, je précise bien, pour que les gens n'interprètent pas mes propos autrement, qu'on renforce le contrôle pour savoir comment les gens rentrent et quand ils viennent vers où. Malheureusement, ce genre de choses, c'est quand vous prenez la voie aérienne, le vol, on identifie, on connaît déjà votre profil, vous allez descendre chez qui, mais dans le bus aujourd'hui, qui constitue le moyen de transport, ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible de le faire. Il faut chercher à vraiment maximiser le contrôle pour éviter d'être surpris, parce que l'ennemi a fait le pari de nous empêcher de nous épanouir, d'atteindre nos objectifs à travers cette nouvelle organisation AES. Et l'ennemi, ce n'est pas seulement aujourd'hui l'extérieur, mais il y a des chefs d'État qui ont le sentiment que nous leur avons porté un coup, un préjudice. Donc il va falloir nous casser cette dynamique par tous les moyens. Et ils ne vont vraiment pas lésiner sur les moyens. C'est à nous de prendre des dispositions. D'accord. Merci, Lamine. Oui, professeur, qu'est-ce que vous avez ajouté rapidement? Oui, ceux qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et sur chaque question, on peut réagir. D'accord. Et compléter peut-être certaines propositions. Évidemment, dans le contexte actuel, je pense que la première des choses à faire, c'est de continuer en tout cas à sécuriser notre espace, la zone du Liptako-Gourma, et partout où les terroristes peuvent s'installer. Mais la difficulté, ce n'est pas le manque de moyens. Le problème, c'est surtout la dimension du défi. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria,
si avec le Nigeria, on ne parle pas d'une même voix, et la longueur de la frontière fait qu'on est très exposé. Et selon les informations que j'ai reçues... 1500 km. 1500 km. Voilà, 1500 km. Et il faut beaucoup de ressources pour sécuriser cette frontière. Surtout que les autorités nigérianes ont approché, selon les informations, la France pour les aider à sécuriser, à lutter contre le banditisme le long de cette frontière. Mais tout le monde sait que... Seulement maintenant. Oui, maintenant. Seulement donc, maintenant. ça veut dire qu'avec leur décision de tout faire pour nous empêcher, en tout cas, de travailler, de réussir, je pense que c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. D'accord. Et le côté du Bénin, le côté béninois, ça c'est pas, la frontière n'est pas longue. D'accord. Mais en revanche pour le Nigeria et le nord, l'Algérie, oui, la Libye. Bon, de la Libye, oui, maintenant la Libye parce que là aussi il y a des forces qui sont stationnées. La dernière fois dans son discours, le président l'a rappelé, qui sont au courant des. Bien sûr. Voilà, ils ont mobilisé des forces. Tout ce qu'ils attendent que Bazoum soit libéré et qu'il se jette sur notre pays. Donc le vrai problème, d'accord, le principal grand défi à relever, c'est le défi sécuritaire. Ça, c'est vraiment un problème très, 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 très sérieux. Tous les autres problèmes, on peut les surmonter avec la sensibilisation, les campagnes, comme les uns et les autres ont dit. Comme ils l'ont dit. D'accord. Moi-même, j'avais eu à le dire. Et on peut venir au bout de ces difficultés, notamment le matraquage idéologique et intellectuel qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent que de démocratie, de transition. Et nous-mêmes, nous appelons ce régime-là le gouvernement de transition ou le régime de transition, comme si vraiment la démocratie à l'occidental, là, c'est vraiment, il faut absolument revenir à ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire, professeur? Quel est le terme approprié? Non, ce n'est pas un problème de terme, c'est un problème d'approche. Et c'est quoi l'approche appropriée? Pour moi, le retour à la démocratie n'est pas une priorité. D'accord. Vraiment que les gens m'excusent, mais moi, c'est ce que je pense au fond de moi. Très bien. Moi, je pense qu'on reviendra peut-être à une démocratie, mais pas à l'occidental. Et pour revenir à cette démocratie, ça va prendre du temps. Voilà, moi, et ça, et ça va, le retour aux élections, comme on le faisait avant, ça va prendre du temps. Le temps nécessaire. Voilà. Bon, maintenant, ce que je ne sais pas, qu'est-ce que l'élite intellectuelle nigérienne pense, et surtout dans le milieu du pouvoir, qu'est-ce que les gens pensent, ou bien qu'est-ce qu'ils entendent faire. Parce que sans doute ce débat-là va se poser très bientôt. Donc ce débat-là est en contradiction avec, le Burkina et le Mali, où au Burkina pratiquement ils sont en passe de considérer que le retour à la démocratie, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aux élections, c'est pas à l'ordre du jour. Moi, je préfère qu'on dissocie démocratie et élection. Ok, d'accord. Non, et ça, c'est vous qui le faites, mais dans moi... CEDEAO, c'est élection égale démocratie. Donc, voilà. Donc, moi, je parle de ça. Parce que quand vous dissociez les deux, les gens sont un peu troublés. Les gens ne peuvent pas vous comprendre. C'est-à-dire, pour moi, le jeu qui consiste à élire des gens, par le suffrage, au suffrage universel, comme on le faisait avant. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas pour maintenant. Même si on doit le faire, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça, c'est ce que je pense. Bien sûr. Les questions de modèle d'intégration, c'est déjà choisi. Ça, c'est déjà clair. L'AES se prononce pour une intégration économique et financière. C'est-à-dire avec les politiques, avec la création d'une nouvelle monnaie. Il faut une nouvelle monnaie, il faut un institut d'émission, il faut tout un système monétaire qui est avec l'harmonisation des politiques sectorielles, conjoncturelles, etc. Ça, c'est ça qui est prévu. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il
il n'y a pas de débat. L'option est déjà faite. Et d'ores et déjà, le cadre que constitue comment on appelle ça, le truc de l'Iptako Gourmand. Ouais. La charte? Non, pas la charte. Ouais. L'autorité de l'Iptako Gourmand est déjà à pied d'œuvre et pour effectivement prendre en charge le volet économique. Et c'est dans ce sens-là que des propositions précises ont été faites sur le plan économique, sur le plan du financement. La décision de ne plus faire appel à l'extérieur pour financer nos investissements, c'est-à-dire de façon fondamentale. Mais comme à point, il n'y a aucun problème. Si un pays veut nous aider, il peut venir. Mais c'est nous qui devrons mobiliser les ressources nécessaires pour financer notre avenir. Ça, cette option-là, elle est clairement faite. Il était décidé de créer une banque d'investissement. Tout à fait. Ça, c'est un. 2, il était prévu de mettre en place une caisse de stabilisation. Donc, c'est en lien avec les ressources que nous avons. L'or, l'uranium, etc., etc., etc. Donc, de ce point de vue, la question d'industrialisation pour créer des valeurs ajoutées et surtout donner des emplois durables aux jeunes. Ça aussi, c'est une option claire qui a été faite. Par rapport à la sécurité alimentaire, c'est une question très, très sensible. Nous sommes dans une zone un peu hostile, aride et voire semi-aride. On parle du Sahel. Oui, bien sûr. Donc, la question alimentaire, elle est fondamentale. Et à ce niveau, si vous avez suivi le développement de ces derniers mois, depuis le coup d'État, c'est de revenir à l'irrigation et à la production. Et vous avez vu, au Burkina, ils ont donné un signal fort. Tous les opérateurs économiques qui sont dans la filière alimentaire ont l'obligation eux-mêmes de produire au Burkina, c'est-à-dire sur place, localement. Ce dont il importe. D'accord. Et ça permet de régler le problème alimentaire. Et si ce problème est réglé, moi je ne vois pas comment les gens vont nous faire du chantage. Parce qu'aujourd'hui, le chantage que le Bénin nous fait, c'est parce que notre approvisionnement vient du Bénin. C'est du port de Cotonou. Du port de Cotonou. Donc, si on arrive à régler ce problème, je pense que nous aurons toutes ces difficultés-là derrière. Maintenant, pour finir. Voilà, pour finir. Je vais parler d'un aspect que les uns et les autres n'ont pas abordé. Le comportement des dirigeants. Parce que tout va dépendre de ça. La réussite du projet de l'AES va dépendre du comportement des dirigeants qui doivent donner l'exemple. Et le bel exemple. Tant que les dirigeants vont entretenir, comment on appelle ça, les rapports? Non. Le comportement, le flou. Le flou, mais un terme beaucoup plus précis. Ah oui? L'opacité, très bien. Tant que les gens vont continuer à entretenir l'opacité, ça va démotiver le petit peuple. Donc, à ce niveau, l'importance de la transparence. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui nous dirigent soient vraiment très transparents. Et s'ils sont transparents, je pense que la sécurisation du processus, elle est garantie. Oui, une petite... par le temps, hein? Oui, je comme d'habitude. Hein? Voilà. Même si le sujet il est quand même important, on est un peu pris par le temps. Non, je vais finir avec peut-être la question du partenariat. La question du partenariat, elle est fondamentale, comme les autres questions. Et vous avez vu déjà sur le plan militaire ce que le signal qui est donné, et ça rassure. Ça rassure les Nigériens. Et ça veut dire qu'il y a un rapprochement avec une certaine catégorie de pays qui n'ont pas des velléités de domination ou de velléités hégémoniques. Donc c'est des pays peut-être qui vont venir, qui vont chercher à trouver leur compte, mais sans nous angoisser, sans nous piller, sans piller nos ressources. Et de ce point de vue-là, moi je pense que le choix de nos partenaires, elle va être en tout cas
elle va être décisive. Si on se trouve de partenaires et qu'on se permet de jouer à l'équilibrisme, oui, les États-Unis, bon, on peut accepter l'Union européenne, ou bien on peut accepter l'Italie ou d'autres pays. Il faut faire très attention. Et quelqu'un l'a dit, ces Occidentaux-là, ils travaillent en équipe. Ne pensez pas que vous allez tirer un qui va venir et il va vous faire du cadeau. Personne ne va nous faire du cadeau. Nous devrons compter sur nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'Ouest doivent se tenir la main. Pour cheminer ensemble. Tout ce que nous pouvons faire entre nous, on le fait entre nous. Ce que nous ne pouvons pas faire, il faut qu'on soit suffisamment lucide pour approcher des pays qui sont sérieux. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Merci, professeur. Oui, Hama, qu'est-ce que vous avez ajouté rapidement? Très rapidement, parce que vous n'avez pas le temps. Donc, je voudrais dire déjà, il y a quelque chose qui est important, c'est la transparence. Dont a parlé le professeur Tarnaud. La transparence dans la gestion publique, c'est ça qui permet de donner du crédit aux dirigeants. Bien sûr. Parce que ça emporte de la redevabilité, rendre compte de ce qu'ils font tout le temps. C'est si important. Mais la transparence, ça ne sert à rien lorsque vous n'êtes pas efficace. L'efficacité donc de la dépense publique. Utiliser l'argent de l'État de manière stratégique. De manière stratégique, c'est pour moi sortir de il y a que pour aller dans les travaux pratiques. Les travaux pratiques pour moi, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, nous savons quelles sont nos difficultés. Nous savons que nous allons avoir des problèmes avec un certain nombre de voisins. Nous nous préparons à affronter, enjamber ces difficultés. S'il est possible de faire des partenariats avec eux, nous le faisons. Des accords bilatéraux, ça peut être même multilatéraux avec plusieurs d'entre eux, mais pour pouvoir enjamber, les avatars de ce que nous serions amenés à perdre ou qu'eux, ils seraient amenés à perdre du fait que nous ne sommes plus ensemble à l'intérieur de la CEDEAO. Nous pouvons le faire avec qui nous voulons. L'essentiel est que nous soyons dans un sens où il y a un alignement de nos intérêts et que nous soyons dans un sens qui n'augure pas de punition demain. Parce que les conséquences pareilles, on va les avoir. C'est aussi faire la dépense utile, c'est faire par exemple quoi? Nous savons aujourd'hui que toute la bande sud de notre pays, elle vit de transit sur le Nigeria. Et bien, puisqu'elle vit de transit et que ce transit va être probablement pollué du fait de la situation nouvelle, pourquoi ne pas créer des industries dans toute cette bande, faire de l'agro-industrie, puisque la zone là le permet, dire par exemple, comme le Burkina l'a fait, tel opérateur économique est dans le domaine du riz, il va faire on va créer une entreprise publique de riziculture, et puis le capital va être ouvert au privé, et puis voilà comment on va gérer. Ça ne vous empêche pas de faire votre importation, si ça vous rapporte quelque chose, mais vous faites d'abord, vous vous impliquez dans la production locale. Celui qui fait du maïs, la même chose. S'il veut faire de la pomme de terre, la même chose. La tomate et tout le reste. Nous faisons cela pour être certain que, nous produisons ce qui nous est essentiel, nécessaire. Nous l'avons au niveau local et nous l'avons avec quoi? Nous l'avons avec des emplois aussi, des revenus et des emplois. Donc c'est si important. D'abord, ça nous permet de consommer ce dont nous avons besoin, mais de consommer et de contrôler comment c'est fait, avec la sécurité alimentaire, vu du point de vue de l'hygiène alimentaire et même, on va dire, de la sécurité de ces produits-là que nous consommons, que ce soit des céréales ou des plantes et autres. Là. Donc pour moi, c'est si important. Des accords entre États, librement consentis, de la dépense utile, ensuite justifiée par le biais de la transparence. Et c'est pour cela que les questions de sensibilisation sur les politiques publiques, sur l'usage de l'argent sont si importantes pour pouvoir crédibiliser l'ensemble et faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens,
le sens que nous avons choisi, celui de la liberté de choisir pour nous-mêmes et de faire en part et pour nous-mêmes. Ok. Donc, pour finir, en une phrase, quelles sont les prochaines étapes de l'affirmation de la souveraineté nationale des 3 États? Vraiment en une phrase. Les prochaines étapes maintenant, après le retrait vraiment de la CEDEAO, c'est quoi les prochaines étapes rapidement? Voilà, en une phrase, oui, allez-y. Non, pour moi, c'est clair et net que nos États doivent aller vers la concrétisation des institutions de l'AES. D'accord. C'est la première des choses. Okay. Deuxième des choses, probablement avoir une monnaie. Parce que si vous avez une économie qui n'est pas soutenue par de la monnaie, et vu les circonstances dans lesquelles nous avons quitté la CEDEAO pour être entre nous, il nous faut forcément une monnaie qui nous permette de faire ce que les monnaies ont comme attribut. Pas une monnaie de singe comme bien sûr, comme le CFA, voilà, ou d'autres monnaies, le CFA ou un autre. Voilà. Pour moi, l'essentiel est que nous ayons une monnaie qui soutienne notre économie, qui permette les échanges, qui permette le soutien à nos États, qui permette le soutien à nos entreprises, à nos banques lorsqu'elles en ont besoin. Pour faire en sorte que nous ayons un pays où on travaille pour créer de la richesse. Parce que si on ne travaille pas, le reste, c'est clair et net que ça ne marchera pas. Il nous faut travailler tous les matins, tous les soirs, et créer de la richesse. Et voilà. Donc, je pense que c'est vers ça que nous devons aller. Maintenant, sortir de telle ou telle organisation, ça viendra probablement de manière spontanée, je suis certain, parce que si une organisation est contraire à nos intérêts, il n'y a aucune raison à rester en dedans. Oui, professeur Tano. C'est quoi les prochaines étapes rapidement, vraiment après le retrait de la CEDEAO? C'est quoi exactement? Tout le monde s'attend en tout cas à ce que nous clarifions notre position par rapport à l'UEMOA qui nous sanctionne d'ailleurs plus que même la CEDEAO. D'accord. Parce que... Donc il y a possibilité aussi de sortir de l'UEMOA, c'est ça? Comment? Non, c'est... Bon. Moi, il faut le faire ou pas? Non, j'ai pas bien compris. J'ai demandé, parce que vous avez parlé de l'UEMOA, pour clarifier la position. Clarifier, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, prendre notre courage à deux mains pour tourner le dos à l'UEMOA et créer vraiment des institutions. Et tout de suite créer des institutions qui correspondent vraiment à notre objectif. Ensuite, et après le mois. Une fois qu'on le fait, moi je pense que le reste, comme il l'a dit, c'est le travail. Chacun doit jouer sa partition. Si vous êtes enseignant, vous devrez être un bon enseignant. Si vous êtes un militaire, vous devrez être un bon militaire. Si vous êtes un commerçant, vous devrez être un commerçant. Merci. Honnête, oui. Merci. Non, être un bon commerçant, pas spéculateur. Donc, c'est ça, moi, à mon avis, le plus grand défi, c'est le travail. C'est le travail. Merci. Parce que c'est là où nous pêchons vraiment en gros, quoi. En gros, là-bas, vraiment, les gens veulent des facilités, ils ne veulent pas travailler, ils veulent le bénéfice, mais sans fournir les... Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Monsieur Mamoussani, quels sont les prochains étapes? Et du côté du pouvoir, quand même, il devrait... Écoutez, il faut qu'on dise la vérité aux dirigeants. Il faut leur dire la vérité. Donc, c'est-à-dire, eux aussi doivent... Moi, j'ai déjà dit le mot. Il faut vraiment qu'ils jouent la transparence. D'accord. C'est bien dit. Merci. Oui, monsieur Mamoussani, rapidement. Oui, comme ils l'ont dit, la prochaine étape, en tout cas immédiatement, on voit la monnaie. La monnaie, ok. Oui, parce que c'est ça qui accompagne bien sûr cette transformation-là. D'accord. Mais une fois que c'est fait, il faut quand même maintenant réfléchir beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut que nos pays se dotent vraiment des instituts d'études stratégiques. Il faut regarder ce monde-là dans ce qu'il a de complexe, de mouvant, de surprise, et qu'on étudie ça sérieusement. C'est-à-dire que plus rien ne doit être laissé au hasard, comme avant. Il faut que sur chaque question, notre environnement, les pays qui nous entourent, avoir une lecture très simple de comment on peut faire face et anticiper éventuellement des changements qui peuvent se faire. Et à partir de ce moment-là, maintenant, on va vers un changement. Une deuxième transformation, c'est celle des systèmes éducatifs. D'accord. Pour qu'on produise de nouveaux types d'hommes, plus utiles pour leur peuple et qui sont capables de se sacrifier
et non pas des gens qui sont tout le temps en train de guetter les failles d'un système pour pouvoir le retourner contre la population pour eux-mêmes. Ok, d'accord, merci. Voilà. Oui, professeur. Oui, moi je vais être très bref. Hein. Très bref, voilà. Et après tout ce qui a été dit, je voulais simplement insister sur la sécurité, la gestion de la sécurité, sur la question de la monnaie, qui urge, et le troisième point qui me paraît le plus déterminant, c'est qu'il ne faudrait pas que nous quittions tout simplement la CEDEAO. Pour quitter la CEDEAO, il faut que ça soit quitter la CEDEAO pour une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie, j'entends aussi bien la vie démocratique, entre guillemets. Pour moi, la démocratie, ce n'est pas les élections. Bien sûr, parce que pour la CEDEAO, la démocratie, c'est seulement les élections. Déjà dit, et quelles que soient les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, c'est la démocratie. Et bien, moi, je veux qu'on aille vers une vraie démocratie. Ça doit être notre objectif. C'est-à-dire une démocratie où tout le monde s'épanouit, pas seulement quelques individus. C'est comme ça. Et ça, les dirigeants actuels ont une lourde responsabilité par rapport à ça, parce qu'ils ont fait une critique sur la gouvernance passée, et on attend qu'ils montrent l'exemple de la bonne gouvernance, pour que nous sachions que maintenant que nous avons retrouvé la souveraineté, eh bien, nous sommes aussi capables de montrer que nous sommes capables, d'être l'exemple, le miroir en termes de bonne gouvernance. D'accord, merci. Merci. Oui, Lamine, on finit rapidement avec vous. Hein. Oui, j'adhère à tout ce que mes prédécesseurs ont dit pour ce qui est des prochaines étapes, à savoir la création de la monnaie, des institutions qui vont gérer les affaires au sein de l'espace AES. Mais surtout, moi, je crois que ce sur quoi il faut mettre plus l'accent, c'est la transformation de mentalité de nos sociétés pour les amener à être d'abord des sociétés qui ont de la valeur ajoutée. À apporter dans tout ce qui va être fait. Pas dans des sociétés où vous avez une élite intellectuelle qui pense que l'ancien ordre est le meilleur et qui vont tout faire pour nous tirer vers le bas. Même lorsque aujourd'hui du SLC, le nombre de fois où il y a eu des initiatives dans le laps de temps là, mais on a trouvé des gens qui ont fini par dévoyer cela, et au finish c'est parce que des gens qui pensent qu'ils ont plus à gagner dans l'ancien système de servitude monétaire, de servitude même en tout, que d'aller vraiment vers l'émancipation de la tutelle de l'ancien système impérialiste qui est fait d'exploitation et de tout autre abus. Donc je crois qu'il faut agir sur ça, parce que tant que vous n'avez pas une élite intellectuelle qui adhère à tout ce qu'on va faire, et c'est valable pour le Niger et pour les autres pays. Et c'est qu'il faut tout rapidement rappeler, les autres pays, quand ils sont sortis de l'AES, ils ne vivent pas les mêmes problèmes que le Niger. Peut-être qu'ils l'ont vécu, mais ils ne le vivent plus. Mais l'élan de solidarité a fait que le Mali, qui n'a aucun problème avec ses voisins, les fermetures de frontières, les sanctions financières, le Burkina pareil, mais ils nous ont suivis aujourd'hui. Donc nous avons plus à gagner dans cette sortie, mais il faut voir en cela l'élan de solidarité. Et demain aussi, lorsque la situation nous impose d'avoir ces mêmes sacrifices, ces mêmes élan de solidarité vis-à-vis de ces pays, quand il y a des situations qui l'imposent, que ça ne soit pas vu comme une sorte d'arriération ou bien de remise en cause d'un certain nombre d'avantages. Parce que ça va arriver. Bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Merci. Vraiment, Lamine, merci pour votre contribution à ce débat. Merci aussi, professeur Djibril Abarchi, pour votre contribution. Monsieur Mamansani, merci aussi à vous également. Merci, professeur Tarno, pour ce que vous avez développé ce soir. Merci aussi, monsieur Amma, pour votre contribution. On va s'arrêter là en espérant se retrouver très prochainement sur d'autres questions, et on va voir l'évolution de la situation après le retrait de la CEDEAO. Qu'est-ce qui va se passer peut-être dans les prochains jours, semaines ou mois à venir? On verra ça tous ensemble et on va suivre ça ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous est pris demain pour un autre débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.